Nettoyez ça, ordonna le patron à la femme habillée en femme de ménage, en jetant sa boisson par terre. Mais il était loin d'imaginer qui elle était. Il était 6 heures du matin lorsque Élise Moreau franchit pour la première fois les grandes portes vitrées du siège de Lefebvre & Associés, un imposant immeuble de 18 étages, niché au cœur du 8e arrondissement de Paris. Le ciel était encore gris, la ville s'éveillait lentement, mais à l'intérieur, le bâtiment brillait déjà comme un bijou poli. Le hall, immense, recouvert de marbre blanc, semblait si lisse qu'on aurait cru pouvoir s'y refléter tout entier. Les colonnes dorées, les luminaires suspendus et l'odeur d'un parfum d'ambiance trop raffiné témoignaient d'un luxe parfaitement maîtrisé. C'était là, désormais, qu'elle allait travailler. Une femme de ménage parmi d'autres, silencieuse, presque invisible. Mais elle n'était pas venue là pour balayer de simples miettes. Élise marcha calmement, poussant son chariot de nettoyage avec une lenteur mesurée. Elle portait l'uniforme réglementaire, bleu marine, avec son badge tout neuf suspendu au col. Élise M. Entretien. Les autres employés du service nettoyage ne la connaissaient pas et personne ne s'en souciait vraiment. Dans cet univers froid et hiérarchisé, les regards glissaient, sans s'arrêter, sur ceux qu'on jugeait insignifiants. Une aubaine pour elle. Cela lui donnait l'espace et l'anonymat dont elle avait besoin. Elle connaissait ce genre d'endroit. Trop bien. Le rythme des ascenseurs, le silence des couloirs avant l'arrivée du personnel administratif, le calendrier des livraisons de café pour la salle de conférence. Rien ne lui échappait. Chaque détail, chaque visage croisé, chaque son dans les étages avait une signification. Elle avait autrefois fait partie de cette chorégraphie invisible qui dirigeait les grandes décisions. Mais tout cela était révolu, officiellement. En montant vers les étages supérieurs, elle passa devant les bureaux des départements commerciaux, du marketing puis de la finance. Son regard s'attarda à peine. Elle se contenta de noter mentalement la disposition des pièces, les badges sur les portes, les noms affichés. Une mémoire photographique exercée durant des années au sommet de la pyramide. Son silence était son plus grand atout. Elle avançait avec la précision d'une espionne. Et dans un sens, elle l'était. Dans les étages les plus hauts, on ne s'attendait pas à croiser une femme de ménage si tôt. Mais Élise avait obtenu une autorisation spéciale. Elle commençait ses services dès 6 heures, bien avant les premiers cadres. Cela lui donnait 2 heures précieuses de liberté. 2 heures pour observer, fouiller, écouter parfois. Non pas par curiosité malsaine, mais parce qu'elle avait une mission, une raison claire, précise, impérieuse. Et ce n'était pas le salaire. Ce matin-là, son premier jour, elle s'attarda plus longtemps que prévu devant une baie vitrée. De là, elle voyait toute la ville s'étendre sous un ciel pâle, encore endormi. Elle inspira profondément, cherchant à calmer le tumulte en elle. Ce bâtiment, elle ne l'avait pas revu depuis 6 ans. Et pourtant, chaque recoin réveillait en elle des souvenirs tranchants. L'odeur du sol ciré, le reflet du marbre, même le bruit des chariots sur le carrelage. Tout cela appartenait à une autre vie. Dans un petit bureau près de l'ascenseur du 16e étage, elle trouva une photocopieuse abandonnée et un vieux téléphone à moitié démonté. Elle nota l'état des lieux sur sa fiche de tournée, mais ce n'était pas l'appareil qui l'intéressait. Sur le coin du meuble, une pile de papier mal rangée portait le nom d'un directeur qu'elle avait connu autrefois. Elle effleura doucement la couverture d'un rapport, mais se retint d'en lire davantage. Pas encore. Il fallait être patiente, trop curieuse, trop tôt, et elle risquait de tout perdre. En redescendant au 10e étage, elle croisa une jeune assistante visiblement débordée. Celle-ci ne lui prêta même pas attention. Élise en profita pour noter un code d'accès tapé distraitement sur une porte blindée. 6 chiffres familiers. Encore un souvenir qui remontait à la surface. Ici, rien ne semblait avoir changé, ou du moins, pas en apparence. Ce n'est que lorsqu'elle entra dans la salle de repos des employés de ménage qu'elle laissa échapper un long soupir. Là, elle pouvait enfin desserrer un peu son masque. Personne dans cette pièce ne connaissait son histoire, ni son nom entier, ni ce qu'elle avait été. Aux yeux de tous, elle était juste une nouvelle recrue parmi d'autres, une femme quelconque avec un balai à la main, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Mais en elle, la tension montait. Ce qu'elle cherchait se trouvait quelque part entre ces murs. Des vérités enfouies, des mensonges soigneusement emballés, des trahisons. Tout ce qui avait conduit à sa chute.
Tout ce qui avait permis à un homme comme Arnaud Lefebvre de grimper si haut. Il avait effacé son nom des registres, détourné les regards, manipulé les versions. Mais il ne savait pas qu'elle était de retour. Pas encore. Le temps viendrait où elle parlerait. Où les mots seraient des preuves, où les regards se détourneraient de lui comme il s'était détourné d'elle. Mais pour l'instant, elle se contentait d'observer, de se souvenir, de marcher, de nettoyer, de sourire poliment aux caméras de surveillance. Le vrai travail venait à peine de commencer. L'horloge murale indiquait qu'il était un peu plus de 10 heures du matin lorsque la salle de conférence principale du 14e étage se remplit progressivement d'employés tirés à 4 épingles. C'était jour de présentation trimestrielle, un événement très attendu par les cadres intermédiaires et les départements financiers. Sur les grandes tables immaculées, alignées avec une précision presque militaire, s'étendaient des dossiers imprimés, des verres à pied étincelants et des carafes de vin soigneusement sélectionnées. La pièce brillait comme un écrin trop poli, un théâtre silencieux où chacun devait jouer son rôle avec excellence. Élise Moreau se tenait en retrait, à proximité du chariot de nettoyage. Son badge pendait autour de son cou, son uniforme parfaitement boutonné. Elle était là officiellement pour assurer la propreté en cas d'incident, selon les termes du superviseur. Une présence discrète, supposément invisible. Mais en réalité, chaque mouvement dans la pièce était un détail de plus qu'elle absorbait avec une minutie clinique. Les regards échangés entre les chefs de département, les sourires forcés, les murmures calculés, rien n'échappait à ses yeux. Puis il entra. Arnaud Lefebvre, 44 ans, costume sur mesure anthracite, boutons de manchette en argent, cheveux ramenés en arrière avec un soin excessif. Il ne marchait pas, il glissait. Il ne saluait pas, il jaugeait. Son autorité n'avait pas besoin de mots. Elle s'imposait comme une odeur forte qu'on ne pouvait ignorer. Les conversations baissèrent d'un ton à son apparition, les sourires s'élargirent, les postures se redressèrent. Arnaud savourait ses effets comme un mets rare. Il s'arrêta un instant pour ajuster sa montre, puis avança vers la table centrale où l'attendaient les principaux directeurs. Il s'assit sans un mot, servit son verre de vin rouge et fit un signe à l'assistante technique pour commencer la présentation. Les chiffres s'affichèrent en grand sur l'écran mural. Bénéfices, prévisions, croissance, investissement. Le discours était fluide, parfaitement calibré. Un langage d'entreprise vide de substance, mais plein de certitude. Les applaudissements ponctuaient chaque diapositive avec un zèle presque mécanique. Élise, debout près de la porte, restait figée. Rien dans son regard ne trahissait l'effroi intérieur qu'elle ressentait en voyant ce même homme. Celui qui avait anéanti sa carrière d'un geste froid, se pavaner au sommet. Soudain, alors que l'assistante projetait le graphique d'évolution des marges bénéficiaires, Arnaud fronça les sourcils. Il posa son regard sur un coin de la table devant lui, là où une goutte de condensation avait laissé une légère auréole sur le marbre. Un détail insignifiant, presque invisible. Mais pour lui, c'était une offense à la perfection qu'il exigeait. Il regarda autour, puis, sans prévenir, leva son verre avec une lenteur calculée. Le silence se fit. « C'est inadmissible », lança-t-il d'un ton dur. D'un geste sec, il renversa son verre de vin rouge sur le sol. Le liquide s'étala en un filet écarlate sur le marbre blanc, créant un contraste brutal. Le verre roula quelques centimètres avant de heurter le pied de la table et se brisa en plusieurs éclats nets. « Nettoyez ça maintenant », ordonna-t-il en regardant droit vers Élise. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Un moment suspendu, un de ces instants qui semblent durer une éternité, où le silence pèse plus lourd que 1000 cris. Les visages des cadres autour de la table oscillaient entre gêne, amusement discret et une crainte bien dissimulée. Personne n'osait commenter, encore moins intervenir. Élise ne dit rien. Elle s'avança calmement, genoux fléchis, saisit un chiffon et commença à éponger le vin. Chaque geste était précis, méthodique, maîtrisé. Ses mains ne tremblèrent pas, mais dans ses yeux, quelque chose brûlait. Une flamme silencieuse, froide, terrible. Ce n'était pas l'humiliation qui la frappait. Non, elle l'avait anticipé. C'était le fait de revivre, en une scène, tout ce que cet homme représentait. L'arrogance, la cruauté tranquille, le pouvoir utilisé comme un fouet. À ses pieds, les éclats de verre semblaient briller comme des éclats de mémoire. Chaque fragment, une image, un couloir éclairé au néon, une réunion annulée sans explication, un badge désactivé sans préavis,
une porte qui ne s'ouvrait plus. Et au centre de tout cela, Arnaud impassible, orchestrant sa disparition avec une minutie digne d'un chirurgien. Elle ramassa le dernier morceau de verre, le jeta dans un petit sac et essuya une dernière trace rouge sombre sur le carrelage. Elle se releva, regarda Arnaud droit dans les yeux. Il ne la reconnut pas même une étincelle de doute. Pour lui, elle n'était qu'une ombre, un élément du décor, interchangeable et sans importance. « Merci », dit-il avec un sourire cynique, avant de se replonger dans la présentation comme si rien ne s'était passé. Les rires reprirent doucement, des éclats de voix, des phrases banales. Le théâtre continuait, et Élise, sans un mot, quitta la salle. Dans le couloir, elle s'arrêta un instant, ferma les yeux, respira lentement. Elle ne devait pas laisser la colère la dominer, elle devait rester concentrée. Ce n'était qu'un pas de plus dans son plan, un pas nécessaire. Humiliant, oui, mais révélateur, car ce qu'elle avait vu dans les yeux de ceux autour de la table, c'était plus que de la peur, c'était du malaise. Certains savaient, peut-être pas tout, mais assez pour que le malaise s'installe. Et cela, elle comptait bien l'exploiter. Alors elle reprit son chariot, descendit vers l'étage inférieur et nota silencieusement l'heure exacte de l'incident. Elle n'était pas là pour venger une offense passagère. Elle était là pour déterrer une vérité enfouie. Et aujourd'hui, un premier masque venait de tomber. Même si personne ne s'en rendait encore compte. Ce fut bien après minuit que Élise Moreau se retrouva seule dans les étages supérieurs du bâtiment. Le silence était total, entrecoupé seulement du bruit feutré de ses pas sur le sol ciré. Le dernier agent de sécurité venait de faire sa ronde et ne repasserait pas avant 1 heure. C'était durant ces interstices nocturnes qu'elle se sentait le plus libre. Là, dans l'obscurité partielle des couloirs déserts, sa mémoire s'activait avec une acuité douloureuse. Les lieux, bien qu'un peu réaménagés, conservaient l'empreinte de ce qu'ils avaient été, et chaque détail réveillait en elle un souvenir figé dans le marbre du passé. Elle poussa une porte qu'elle n'avait pas encore eu l'occasion d'ouvrir. Elle grinça faiblement, révélant un bureau plongé dans une pénombre lourde. La pièce, visiblement inutilisée depuis longtemps, était couverte d'une fine couche de poussière. Le mobilier, bien que encore intact, portait les marques du temps. Le cuir de la chaise craquelait, des traces ternes sur le bois du bureau, un téléphone fixe débranché. Rien ne bougeait. L'atmosphère y était figée, presque étouffante. Élise avança lentement dans la pièce sans allumer la lumière. Son regard fut attiré par un cadre photo renversé sur une étagère. Elle le redressa machinalement, puis se figea. Son souffle se coupa net. Là, sous la vitre poussiéreuse, une photographie en couleur, légèrement fanée, montrait 4 personnes souriantes debout côte à côte. Au centre, elle-même, Élise Moreau, dans un tailleur clair, jeune et confiante. À sa droite, un homme qu'elle reconnaissait immédiatement. Arnaud Lefebvre, plus jeune, cravaté, le sourire figé. Les 2 autres étaient des membres de leur ancienne équipe de direction stratégique, aujourd'hui portée disparue de la structure actuelle de l'entreprise. Elle ne put détacher ses yeux de l'image. C'était une preuve concrète, indiscutable de ce qu'elle avait été ici. Une femme de pouvoir, respectée, écoutée, dont le nom avait figuré en haut des organigrammes. Et pourtant, aujourd'hui, elle n'existait plus dans aucun registre officiel. Ni dans les archives, ni sur les sites internes, ni même dans les souvenirs des employés récents. Une disparition planifiée, méthodique, orchestrée avec une précision presque bureaucratique. Elle posa la photo sur le bureau, puis s'approcha de la porte intérieure. Son regard tomba sur une plaque usée, fixée à hauteur des yeux. Les lettres dorées s'étaient en grande partie effacées, mais on pouvait encore deviner ce qui y était inscrit autrefois. Élise Moreau, stratégie opérationnelle. Le choc fut brutal. Cette porte, cet espace, avaient été les siens. C'est ici qu'elle avait dirigé des réunions décisives, rédigé des plans de croissance à long terme, piloté des projets internationaux. C'était ici qu'on venait lui demander des conseils, où sa signature avait valeur de validation. Et aujourd'hui, il ne restait que cette pièce oubliée comme un mausolée discret, relégué dans un coin silencieux de la tour. Elle fit lentement le tour du bureau, souleva un coin du tapis. Rien. Elle ouvrit un tiroir, puis un autre. Vide. Mais dans le dernier compartiment, coincé contre le fond, un dossier cartonné jauni par le temps semblait avoir échappé à un rangement systématique. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des notes manuscrites,
des projets de planification datés d'il y avait 6 ans, son écriture, ses idées, des noms de collaborateurs qui avaient, eux aussi, disparu des organigrammes. Un silence administratif absolu. Un détail attira son attention, une note griffonnée dans un coin, une question sans réponse entourée de rouge. Qui a autorisé la modification du protocole fiscal du projet Deltan? Cela faisait écho à des soupçons qu'elle avait nourris avant sa chute. Des anomalies budgétaires, des décisions contournant les circuits habituels, des validations passées dans son dos alors qu'elle était encore officiellement en poste. Mais rien à l'époque ne lui avait permis d'établir un lien clair. Tout avait été flou, complexe. Et puis, du jour au lendemain, elle avait été écartée. Elle ferma le dossier et le glissa dans un sac dissimulé au fond de son chariot. Ce n'était pas une preuve en soi, mais c'était une direction. Et elle savait que chaque détail comptait. Chaque élément récupéré pouvait mener à la vérité. Elle regarda une dernière fois la pièce. Rien ici ne respirait l'oubli naturel. Tout portait la marque d'un effacement volontaire, d'une volonté de faire disparaître toute trace de son passage. Et elle savait pertinemment qui se cachait derrière cette manœuvre. Avant de refermer la porte, elle effleura la poignée, puis la plaque effacée. Une étrange sensation la traversa. Pas de mysticisme, non. Juste la conscience très nette d'un vol. Le vol d'une vie, d'un nom, d'une fonction. Mais cette conscience-là n'était pas douloureuse. Elle était froide, rationnelle et redoutablement lucide. De retour dans les couloirs, Élise sentit quelque chose changer en elle. Le doute qui l'avait habité jusqu'alors, cette crainte d'avoir peut-être imaginé l'ampleur de la trahison, s'évanouit définitivement. Il ne s'agissait plus d'une simple intuition. Les pièces du puzzle commençaient à apparaître, lentement, mais sûrement. Et la photo, le bureau, la plaque, tout confirmait qu'un effacement avait bien eu lieu. Méticuleusement exécuté, sans bruit, sans éclat, comme une opération chirurgicale menée dans l'ombre. Elle descendit les étages sans se presser. Il n'y avait aucune raison d'alerter qui que ce soit. Personne ne vérifiait les bureaux oubliés. Et ceux qui savaient encore ce qu'elle représentait avaient depuis longtemps appris à se taire. Mais cela aussi allait changer. Dans le vestiaire du personnel, elle se changea en silence, rangea le dossier soigneusement, puis avant de quitter le bâtiment, elle nota dans son carnet « Photo retrouvée, nom intact, mémoire en éveil. Le silence ne tiendra pas. » C'était le début d'un inventaire méthodique, pas de vengeance, juste la récupération patiente d'une vérité que d'autres avaient voulu enterrer. 3 jours après la découverte du bureau abandonné, Élise savait qu'elle ne pouvait plus se contenter d'observer en silence. Les fragments du passé, aussi troublants soient-ils, ne suffisaient pas. Il lui fallait des témoins, des voix, des survivants de cette époque effacée qui pourraient lui confirmer que tout ce qu'elle soupçonnait n'était pas une construction personnelle, mais une réalité maquillée. Parmi les anciens collègues dont elle se souvenait, un nom revenait avec insistance dans sa mémoire. Claire Dubois, comptable senior à l'époque, discrète, méthodique, loyale. Si quelqu'un avait survécu à la purge silencieuse orchestrée par Arnaud, c'était peut-être elle. Elle attendit la fin de l'après-midi pour agir. À cette heure, les couloirs se vidaient lentement, les réunions touchaient à leur fin et les étages se vidaient de cette agitation feinte propre aux grandes structures. Élise, vêtue de son uniforme, avait appris à se mouvoir dans les espaces communs sans attirer le moindre regard. Elle nettoyait une surface, rangeait une chaise, ajustait une poubelle, mais ses yeux scrutaient les visages, les postures, les badges nominatifs. C'est au 11e étage qu'elle l'aperçut. Claire, plus âgée, plus fatiguée, le regard éteint, mais la même façon de serrer contre elle son classeur de travail comme une barrière de protection. Elle sortait d'une petite salle de réunion, seule, le pas rapide, la tête baissée. Élise hésita une seconde. Elle savait que le moindre mot mal placé, la moindre approche mal calculée, pouvait faire basculer tout son plan. Elle attendit que Claire s'engouffre dans l'ascenseur, puis monta par les escaliers pour devancer sa sortie à l'étage suivant. Lorsque la porte s'ouvrit, Claire sursauta en la voyant. « Pardon », dit Élise dans un ton neutre en baissant légèrement les yeux comme le ferait n'importe quel employé d'entretien. Claire hocha la tête, déjà prête à passer son chemin. « Madame Dubois », murmura Élise, assez bas pour que personne d'autre n'entende. Le corps de Claire se figea. Elle tourna lentement la tête,
Ses yeux cherchèrent ceux d'Élise avec prudence, comme si elle tentait de retrouver un écho dans un visage qu'elle ne reconnaissait pas encore. Elle plissa les yeux. Le silence dura quelques secondes, puis elle répondit à voix basse. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Élise hésita un instant, puis murmura « Ce n'est pas ici. Est-ce que vous pouvez me retrouver à la sortie de service ce soir, après 20 heures ?» Claire sembla vouloir reculer sur la défensive. Son regard passa rapidement sur les caméras du couloir, puis sur l'uniforme d'Élise. « Je ne sais pas qui vous êtes, » dit-elle froidement. « Vous saviez qui j'étais, Claire. Et vous savez ce qui s'est passé, » ajouta Élise, le ton ferme, sans élever la voix. Claire pâlit. Elle regarda autour d'elle, s'approcha de quelques pas, puis murmura d'une voix tremblante. « Ce n'est pas un endroit sûr pour parler. » Elle ne confirma pas explicitement qu'elle serait là, mais son silence valait plus que n'importe quelle promesse. Élise n'attendit pas davantage. Elle s'éloigna sans se retourner. Le rendez-vous n'était pas garanti, mais elle savait que Claire était désormais plongée dans le doute. Et ce doute allait la ronger jusqu'à ce qu'elle veuille des réponses. Ce soir-là, après avoir terminé son service, Élise attendit dehors, près de la zone de livraison, là où les employés techniques terminaient leur journée. Il faisait frais. L'air portait cette odeur de béton humide typique des arrière-cours parisiennes. Elle resta debout, à l'abri des regards, les mains croisées dans son dos. À 20h14, Claire apparut, le manteau fermé jusqu'au cou, un sac à l'épaule. Elle la vit immédiatement. Aucun mot ne fut échangé. Elles marchèrent quelques pas dans la rue, en silence, jusqu'à atteindre une petite place semi-éclairée, loin des entrées du bâtiment. Ce n'est qu'une fois assise sur un banc qu'Élise prit la parole. « Ils ont effacé mon nom, Claire, mon poste, mon dossier, tout. » Claire la fixait avec intensité, ses yeux grands ouverts, cherchant dans les traits fatigués de cette femme en bleu les contours de celle qu'elle avait connue. « Élise, c'est pas possible. C'est bien moi, Claire. Et je sais que tu n'as jamais cru à ma disparition soudaine. » Le silence s'étira à nouveau, mais cette fois, c'était Claire qui le brisa. « On nous a dit que tu avais accepté une offre à l'étranger, que tu étais parti sans prévenir, mais c'était trop soudain, trop faux. Puis un à un, tous ceux de ta division ont été écartés. Licenciement, mise au placard, rupture conventionnelle. Il ne restait plus personne. Sauf toi. Sauf moi, répéta-t-elle dans un souffle, et je sais pourquoi. Parce que je me suis tue. J'ai fermé les yeux. J'ai signé ce qu'on me donnait à signer. J'ai obéi. » Elle serra les poings, visiblement submergée par la culpabilité. « Ils m'ont fait peur, Élise. C'était clair que celui qui ouvrait la bouche serait le prochain. »« Tu sais ce qu'ils ont fait ?» demanda Élise, la voix grave. « Je ne sais pas tout, mais je sais que tout a changé quand Arnaud est devenu directeur général. Avant lui, il n'avait jamais de pouvoir réel. Il était dans ton ombre, tu le sais bien, et soudain on le mettait en haut. Il avait des réponses à tout, des projets déjà prêts, comme s'il avait préparé son ascension depuis des mois. Il l'avait préparé, et il m'a utilisé comme tremplin. » Claire baissa les yeux. « J'ai entendu des choses, des rumeurs. Certains disaient que des rapports avaient été modifiés, que des documents comptables avaient disparu. Et toi, tu avais commencé à poser des questions. Le projet Deltan, ça te dit encore quelque chose ?» Élise hocha lentement la tête. « C'est par là que tout a commencé, Claire, et je suis ici pour retrouver ce qu'ils ont enterré. » Claire la regarda longuement. « Alors tu comptes faire quoi ? Leur rappeler que j'existe et que je n'ai pas tout oublié. Mais je ne peux pas le faire seule. » Claire hésita puis sortit un petit carnet de son sac. « J'ai gardé certaines choses, des copies, des brouillons. Je ne sais pas si ça t'aidera, mais je ne pouvais pas tout jeter. » Elle lui tendit l'objet. « Si quelqu'un découvre que je t'ai parlé, personne ne saura, pas encore. Tu n'as rien à craindre. On a tous quelque chose à perdre, Élise. Moi aussi. Mais toi, tu as déjà tout perdu. Alors tu n'as plus peur, n'est-ce pas ?» Élise se leva. « Ce n'est pas la peur qui m'a quittée, Claire. C'est la patience. » Et sans un mot de plus, elle s'éloigna dans la nuit. L'accès au sous-sol du bâtiment, où se trouvait l'unité de traitement des déchets confidentiels, n'était autorisé qu'au personnel logistique et de sécurité. Pourtant, Élise s'y aventura un jeudi matin à l'aube, bien avant que la plupart des employés ne commencent leur journée. Elle connaissait les horaires des rondes, les points morts dans les caméras et les habitudes du responsable du tri, un homme las et peu regardant sur les présences non déclarées. Le couloir qui menait à la salle de déchiquetage
dégageait une odeur métallique mêlée à celle du vieux papier. Une atmosphère étouffante, où le silence n'était brisé que par le ronronnement lointain des machines d'aération. Elle repéra rapidement un chariot de sacs noirs en attente d'être transféré dans la chambre de destruction. Tous portaient un code-barre et un ruban de sécurité, sauf un. Ce sac-là était noué à la main, sans aucune étiquette, et semblait légèrement éventré sur un côté. Ce détail, insignifiant pour un œil distrait, attira immédiatement l'attention d'Élise. Elle regarda autour d'elle, écouta le silence environnant, puis se pencha rapidement pour examiner l'intérieur du sac. Les feuilles qu'il contenait étaient presque toutes broyées en bandes irrégulières, mais certains fragments restaient lisibles. Elle fouilla avec précaution, extirpant un petit lot de papier dont les bords n'avaient pas été totalement détruits. Ses doigts s'arrêtèrent sur une page où apparaissait un en-tête familier, suivi d'un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Lucien Granger, un de ses anciens collaborateurs directs, chef de projet à l'époque. Elle rangea les fragments dans une enveloppe plastique dissimulée dans sa veste et remit le sac en place comme si de rien n'était. Chaque seconde passée dans cet espace clos augmentait le risque d'être repérée. Elle quitta le sous-sol sans précipitation, son visage impassible, ses gestes calculés, jusqu'à regagner les étages supérieurs. Ce n'est que plus tard, dans un recoin sécurisé du vestiaire du personnel, qu'elle put examiner ce qu'elle avait récupéré. En reconstituant plusieurs morceaux, elle parvint à déchiffrer une partie d'un contrat signé il y avait plus de 6 ans, entre Lefebvre & Associés et une société extérieure nommée Sistra Conseil. Ce nom ne lui disait rien, mais la structure du document, elle, était immédiatement suspecte. Des signatures y figuraient apposées en bas d'une page déchirée. L'une d'elles imitait clairement celle de Lucien, mais Élise connaissait son écriture. Ce n'était pas la sienne. Elle en était certaine. L'autre signature, plus floue, semblait appartenir à un membre du conseil exécutif dont elle n'avait plus entendu parler depuis sa mise à l'écart. Elle comprit vite que ce document avait été fabriqué ou modifié après coup. Et ce n'était pas une erreur administrative. C'était une falsification délibérée. Elle montra les fragments à Claire dans un coin discret de la cafétéria du personnel durant leur pause. Claire devint livide en les voyant. « Je me souviens de ce contrat », murmura-t-elle. Il devait concerner une mission de restructuration externe, mais tout avait été géré en dehors des procédures normales. On nous avait simplement demandé de classer sans traiter. Je n'avais jamais vu les signatures. Tu peux confirmer que ce document n'a jamais été enregistré dans les circuits officiels ? Demanda Élise. Claire acquiesça puis baissa les yeux. Il y a eu plusieurs opérations comme celle-là. Des contrats étranges, passés en urgence, sans consultation des responsables concernés. Et à chaque fois, les personnes qui posaient trop de questions étaient rapidement remerciées. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais même le service juridique a vu des départs volontaires en chaîne. C'est plus grave que ce que je pensais, souffla Élise. Ce n'est pas seulement une manœuvre pour me remplacer. Ils ont bâti une structure entière sur des actes frauduleux. Arnaud n'a pas seulement pris ma place. Il a effacé les traces de tout un réseau de décisions illégales. Il s'est entouré de gens qui n'étaient pas là à l'époque volontairement pour qu'aucune mémoire interne ne reste. Tu es la seule pièce manquante. Tu étais trop visible, trop influente. Alors il a fallu te faire disparaître autrement. Et ceux qui restaient, ils ont appris à se taire. Comme moi. Élise se leva sans un mot, serrant l'enveloppe contenant les preuves contre elle. Elle savait que ce qu'elle détenait n'était encore qu'un fragment, mais il confirmait ses pires craintes. Cette entreprise, autrefois fière et réputée, avait été progressivement vidée de ses principes, son intégrité sacrifiée pour protéger l'ascension d'un seul homme. Elle avait été utilisée comme écran, puis jetée dès que son existence représentait un risque. Ce jour-là, elle passa le reste de son service à parcourir les étages techniques du bâtiment, observant les flux de documents, les accès aux archives, les systèmes de validation électronique. Chaque couloir, chaque badge utilisé, chaque salle fermée devenait une pièce supplémentaire dans sa cartographie mentale de l'entreprise. Elle établissait sans relâche les liens entre les anciens protocoles et les nouvelles procédures, traquant les anomalies, les failles, les incohérences. Elle croisa Arnaud à la fin de l'après-midi. Il sortait d'une réunion dans l'aile ouest, entouré de 2 directeurs adjoints. Il passa à quelques mètres d'elle sans même un regard. Ce simple détail, anodin pour quiconque d'autre, renforça sa détermination.
Il ne la reconnaissait toujours pas. Son anonymat restait intact. Cela lui donnait un pouvoir inestimable. Elle nota ce soir-là, dans son carnet, « Falsification prouvée », témoignage de Claire corroborant les procédures illégales. Poubelle comme source secondaire d'archives. C'était une note sèche, factuelle. Rien d'émotif, juste un pas de plus vers l'inéluctable. Son retour n'était pas un cri de guerre, c'était une enquête, une reconquête, une restauration silencieuse de ce qui avait été injustement détruit. Et chaque document arraché à l'oubli renforçait la solidité de sa cause. Rien, à ce stade, ne pouvait l'arrêter. Les jours suivants furent pour Élise Moreau un enchaînement précis de mouvements calculés, de trajets maîtrisés entre les étages, de collecte discrète d'informations qu'elle archivait méthodiquement dans son carnet personnel. Rien n'était laissé au hasard. L'enveloppe contenant les fragments du contrat frauduleux avait été scannée à l'aide d'un vieux copieur resté fonctionnel dans une salle technique du deuxième sous-sol, dont l'accès était si négligé qu'il en devenait presque libre. Claire, fidèle à sa parole, avait commencé à reconstituer de mémoire les éléments manquants autour de ce contrat. Les délais anormalement courts, les budgets surgis sans ligne budgétaire claire, les absences de consultation juridique. Chaque souvenir était une pièce supplémentaire dans ce puzzle d'une complexité silencieuse. Mais plus Élise avançait, plus le mécanisme de l'opération qu'elle avait subie se précisait. Il ne s'agissait pas seulement d'un coup monté contre elle. Ce qu'elle découvrait désormais dépassait largement sa propre éviction. Arnaud Lefebvre avait méthodiquement reconfiguré la structure même de l'entreprise pour en faire un théâtre à son image, où tout ce qui ne servait pas directement son ascension était balayé ou dévoyé. Il avait construit pièce par pièce une façade de réussite dont les fondations reposaient sur la manipulation, la peur et le silence. Dans un document comptable récupéré dans une salle d'impression, Élise découvrit l'un des premiers signes évidents de la supercherie. Le tableau affichait les prévisions de dépenses pour l'année où elle avait été évincée. À première vue, les chiffres paraissaient corrects, équilibrés, même prometteurs, mais en comparant avec les relevés partagés par Claire, extraits d'une sauvegarde ancienne qu'elle avait conservée sans vraiment savoir pourquoi, elle repéra des anomalies. Des lignes entières de dépenses avaient été modifiées, des intitulés réécrits, des postes fusionnés. Sistra Conseil, la société écran mentionnée dans les fragments du contrat, apparaissait là aussi, mais sous un nom légèrement altéré. Une ruse basique pour brouiller les pistes. Ce n'était plus une coïncidence, c'était une stratégie. Au même moment, Élise réussit à intercepter un échange verbal dans un ascenseur entre deux membres du service juridique, visiblement inconscients de sa présence. Ils parlèrent d'un audit interne lancé discrètement par la maison mère du groupe, en lien avec une plainte anonyme, transmise depuis un poste sécurisé à l'étranger. Cela avait provoqué un état d'alerte discret parmi les cadres supérieurs. Arnaud, selon eux, avait été entendu à huis clos par un comité confidentiel. Cette révélation, bien que partielle, apportait à Élise une certitude. La façade était en train de se fissurer. Quelqu'un d'autre, quelque part, avait aussi perçu les mensonges. Un soir, après le départ du personnel, Élise s'installa dans une salle informatique abandonnée. Grâce à des accès encore actifs sur le vieux réseau de gestion interne, laissé ouvert par négligence par un technicien temporaire, elle consulta des archives numériques remontant à plusieurs années. Le système était lent, obsolète, mais conservait des traces, des échanges internes, des validations de budget, des brouillons de rapports. Là, elle tomba sur un fichier aux métadonnées étranges. Le document censé avoir été rédigé par elle-même portait pourtant des indications de modification datées de plusieurs jours après son éviction. Et les modifications venaient d'un utilisateur associé au bureau d'Arnaud. Cela prouvait qu'on avait utilisé son nom pour valider des décisions qu'elle n'avait jamais approuvées. Elle fit une copie du document et le transmit à Claire, qui reconnut immédiatement la structure des rapports qu'ils produisaient ensemble autrefois. C'était un vol d'identité professionnelle, une falsification interne destinée à blanchir des décisions douteuses. Et plus encore, cela permettait à Arnaud de prétendre que certains projets étaient issus d'un consensus ancien, alors qu'ils avaient été construits après coup sur les ruines d'un département entier. « Tu te rends compte ?» souffla Claire, le regard dur. « Il a utilisé ton autorité pour légitimer ses propres choix. Il s'est construit sur ton nom, sur ton image, avant de t'effacer. Il n'a pas juste pris ma place, il a pris ma voix.
Et maintenant que tu es revenu, il ignore encore qui je suis, mais plus pour longtemps. » Cette révélation ne fit que renforcer la stratégie d'Élise. Elle ne cherchait pas seulement à exposer les fraudes. Elle voulait montrer comment un homme avait bâti sa carrière, non pas malgré ses fautes, mais grâce à elle, en s'appropriant les réussites des autres, en effaçant méthodiquement tout ce qui pouvait remettre en cause sa version des faits. Arnaud n'était pas un génie de la finance, ni un stratège éclairé. Il était un opportuniste, un homme qui avait su profiter de la complexité administrative, des silences hiérarchiques et de la peur collective pour imposer sa version du réel. Elle se rappela d'un conseil que lui avait donné son ancien mentor, quelques années avant sa chute. Dans une grande entreprise, le plus dangereux n'est pas l'erreur, c'est celui qui la maquille si bien qu'on le félicite pour sa gestion de crise. Arnaud avait fait précisément cela. Il avait déclenché une crise en interne, budgétaire, organisationnelle, humaine, puis avait proposé des solutions qu'il avait préparées lui-même, positionnant son ascension comme une nécessité. C'était une manipulation brillante dans sa construction, mais pour Élise, désormais, la faille était visible. Elle savait que ses jours dans l'ombre étaient comptés. Arnaud, s'il apprenait qu'elle était là, n'hésiterait pas à employer des moyens extrêmes pour la faire taire. Mais elle n'était plus seule. Claire était à ses côtés. D'autres commençaient à douter. La peur, lentement, changeait de camp. Le visage de l'opportunisme n'était pas celui d'un tyran criant dans les couloirs. C'était celui d'un homme souriant, charismatique, sûr de son bon droit, qui détruisait sans bruit et bâtissait sur les ruines des autres. Mais ce masque commençait à se fissurer. Et Élise, pièce par pièce, rassemblait tout ce qu'il fallait pour le faire tomber. Élise ne se contentait plus d'observer ou de noter. Elle était désormais en action. Chaque couloir traversé, chaque étage nettoyé, chaque conversation entendue faisait partie d'un plan plus vaste qu'elle ne révélait qu'à très peu de personnes. Claire en faisait partie, bien sûr, mais deux autres alliés l'avaient rejointe dans ce projet de dévoilement progressif. Aïcha, technicienne de maintenance réseau, employée depuis 4 ans mais ignorée de la hiérarchie, et Juliette, assistante administrative dans le département logistique, souvent témoin des échanges entre services, mais toujours considérée comme invisible. Ces deux femmes, comme Claire, avaient été spectatrices silencieuses des dérives internes, parfois même victimes indirectes. Elles avaient vu des collègues disparaître du jour au lendemain, des décisions opaques devenir soudain politiques, des alertes étouffées avant même d'être prises au sérieux. Élise leur proposa un plan simple, mais structuré avec une précision implacable. Récolter les preuves, assembler un dossier impossible à réfuter, identifier les relais internes capables de faire basculer le pouvoir en place et livrer tout au moment où la structure serait le plus vulnérable. Pas de confrontation directe, pas de scandale improvisé, juste une stratégie implacable, construite comme elle l'aurait fait autrefois dans son rôle de directrice. Les rôles furent distribués. Claire poursuivait la collecte de documents comptables anciens, à travers des fichiers oubliés dans les archives numériques ou en reconstituant les fichiers supprimés à partir de sauvegardes non protégées. Aïcha, quant à elle, avait accès à certains réseaux internes et pouvait localiser des fichiers dissimulés ou verrouillés, y compris ceux stockés dans des répertoires cryptés. Elle s'occupait aussi de neutraliser les caméras de surveillance dans des zones clés pour permettre à Élise de circuler sans être vue. Juliette, enfin, servait de relais logistique. Elle observait les mouvements d'Arnaud, récupérait des comptes rendus de réunions et assurait la liaison entre les différents étages en toute discrétion. Élise, de son côté, poursuivait ses opérations de repérage. Elle avait redessiné sur papier l'architecture interne des services, identifié les connexions entre les départements, les zones sensibles, les points faibles. Elle savait quels serveurs contenaient les validations électroniques, où étaient stockées les archives papier, quels employés avaient été promus trop vite ou transférés trop soudainement. Cette cartographie détaillée lui permit de détecter une pièce restée ignorée jusque-là, une salle de stockage sécurisée au 15e étage, dont l'accès n'était autorisé qu'à 3 membres de la direction. Grâce à un badge temporairement subtilisé, elle parvint à y pénétrer un soir de semaine. À l'intérieur, elle trouva des dizaines de boîtes d'archives. Certaines contenaient de simples doubles de dossiers administratifs. D'autres, plus profondes, dissimulaient des éléments bien plus sensibles. Des versions contradictoires de contrats, des notes manuscrites contredisant les versions officielles, des propositions de projets avec des mentions non communiquées à la direction.
Elle photographia ce qu'elle pouvait, numérisa l'essentiel et remplaça chaque dossier à sa place exacte sans modifier le moindre détail visible. Un jour, alors qu'elle rangeait un local technique, elle surprit un échange téléphonique entre Arnaud et un membre du conseil exécutif. Sa voix, qu'elle connaissait par cœur, avait ce ton froid qu'il réservait aux conversations qu'il jugeait stratégiques. L'audit? Aucun risque. Le cabinet a été choisi par nos soins et le rapport final sera validé par moi avant diffusion. Il faut que tout soit verrouillé. On ne peut pas se permettre une faille maintenant. Cette phrase, à elle seule, confirmait tout ce que soupçonnait Élise. L'illusion de contrôle d'Arnaud reposait sur un système fragile, maintenu par l'intimidation, les fausses validations et une orchestration complète de la communication. Il n'y avait pas de transparence, pas de vérification extérieure réelle. Tout était une scène et il jouait tous les rôles à la fois. En parallèle, Aïcha réussit à pénétrer un ancien serveur de courriels archivés. Parmi des milliers de messages, elle retrouva une série d'échanges entre Élise et le département juridique datant de l'époque précédant sa disparition. Ces mails démontraient que des alertes avaient bien été envoyées, que des irrégularités avaient été signalées et que le service juridique avait demandé des explications à Arnaud, qui, à l'époque, avait minimisé les inquiétudes. Ces messages avaient été masqués lors de l'audit précédent. Cette découverte devint une pièce centrale du dossier qu'elle constituait désormais jour et nuit. Le rythme de travail devenait épuisant, mais aucune d'entre elles ne ralentissait. La conviction les animait, la certitude que ce qu'elle faisait n'était pas seulement un acte de révolte, mais une réparation nécessaire. Élise reprenait forme, redevenait stratège, chef d'orchestre. Elle n'était plus seulement la femme qu'on avait jetée dans le silence. Elle redevenait celle qu'elle avait toujours été. Une analyste brillante, une meneuse précise, une mémoire vivante que l'entreprise avait voulu effacer. Chaque nuit, après ses rondes, elle reprenait les pièces du dossier, les organisait, les annotait. Elle imaginait déjà les questions qu'un conseil d'administration poserait, les objections qui pourraient être soulevées, les contre-arguments à anticiper. Ce n'était pas une vengeance qu'elle préparait. C'était un retour en règle, un dévoilement complet, indiscutable, sans éclat ni colère, juste des faits, des preuves, une démonstration implacable de ce qu'Arnaud avait fait, comment il l'avait fait et pourquoi il devait être écarté. Elle savait que le moment approchait. L'équilibre que ce dernier avait mis des années à construire tremblait. Les premières fissures étaient visibles, et lorsqu'elle deviendrait fracture, elle serait prête, pas pour récupérer son ancien poste, pas pour punir, mais pour restaurer la vérité et empêcher que cela ne se reproduise pour d'autres. Le moment que redoutait Élise finit par arriver. Après des semaines passées à se faufiler dans les interstices de l'entreprise, à manœuvrer dans l'ombre, à assembler pièce par pièce un dossier qui menaçait l'équilibre même de la direction, le risque de croiser Arnaud en dehors des horaires prévisibles devint une réalité. Ce fut une nuit de jeudi, peu avant minuit, dans l'aile administrative du 17e étage. Elle était venue y récupérer une dernière série de relevés liés au budget de communication, supposément validé par une entité externe mais redirigée en interne par un sous-traitant contrôlé par Lefebvre lui-même. Le bureau était sombre, silencieux, les lumières automatiques n'éclairant que partiellement le couloir. Élise avait déjà contourné 2 détecteurs grâce aux coupures minutées qu'Aïcha lui avait garanties depuis le local technique. Elle pensait être seule, mais elle ne l'était pas. La porte du bureau venait à peine de se refermer derrière elle qu'un bruit sec, un simple cliquetis métallique, retentit dans le couloir. Elle se figea. Ce n'était pas un courant d'air, c'était une clé dans une serrure. Puis, des pas, lourds, assurés. Elle n'eut pas le temps de se dissimuler. La poignée tourna. La lumière s'alluma. Arnaud Lefebvre entra, seul, téléphone à la main, vêtu d'un costume sombre impeccable malgré l'heure. Il s'arrêta net en voyant Élise. Un léger froncement de sourcils apparut sur son visage. Il n'éleva pas la voix. Mais son regard, d'abord surpris, devint scrutateur, presque hostile. « Vous êtes nouvelle ici ?» lança-t-il d'un ton neutre mais glacial. Élise, intérieurement glacée, répondit en baissant les yeux, sans hésitation apparente. « Je suis du service de nuit. On m'a demandé de vérifier les corbeilles avant le passage des destructeurs. » Elle évita soigneusement de lui faire face. Il resta quelques secondes immobile, puis s'avança lentement. Il semblait la jauger, non pas pour la reconnaître,
Son visage, heureusement, avait suffisamment changé, mais parce qu'il sentait une dissonance. Quelque chose dans sa posture, dans son calme, dans la manière dont elle occupait l'espace, n'était pas celle d'une simple femme de ménage. « Vous n'êtes pas très bavarde, nota-t-il. »« On m'a dit de ne pas déranger, monsieur, répondit-elle simplement. Il la dépassa, fit le tour du bureau sans la quitter des yeux. Il ramassa une feuille sur le bureau, la lut distraitement, puis la remit en place. « Ce secteur est normalement fermé après 22 heures. Qui vous a donné l'autorisation ?» Élise, calculant chaque mot, répondit « C'est le chef d'équipe du service nettoyage. Il m'a dit que l'accès était temporairement autorisé pour cause de réorganisation d'archivage. Son nom ?» Elle marqua un silence court, comme si elle cherchait dans sa mémoire. « Louis Ferré, monsieur. » Il hocha la tête. Ce nom existait. Élise l'avait entendu au vestiaire. C'était le nom d'un contremaître qui avait pris ses fonctions récemment. Arnaud ne posa pas plus de questions. Il la regarda une dernière fois, longuement, puis dit « Faites vite et faites attention à ce que vous touchez. Certains documents ici sont très sensibles. » Puis il sortit. Élise resta immobile jusqu'à entendre l'écho de ses pas disparaître. Son cœur battait à un rythme déchaîné, mais elle ne laissa rien paraître. Elle savait qu'elle venait de frôler une catastrophe. Il ne l'avait pas reconnue, mais il avait douté, et cela suffisait à changer les règles du jeu. Elle quitta les lieux moins de 2 minutes plus tard, sans prendre le document qu'elle était venue chercher. Trop risqué. De retour dans la salle de repos, elle retrouva Claire et lui rapporta l'incident. La réaction de Claire fut immédiate. « Il faut que tu arrêtes. Tu vas trop loin. Tu as déjà les preuves. Ce que tu veux, c'est la vérité entière, mais à quel prix ?» Élise la regarda sans répondre. Puis, calmement, elle posa une question. « Tu crois qu'il va oublier cette rencontre ?» Claire secoua la tête. « Non. Et il va probablement demander à vérifier les accès. Les caméras. Il est paranoïaque, tu le sais. Alors il est temps d'accélérer. » Le lendemain, Juliette rapporta une information cruciale. Arnaud avait convoqué une réunion urgente avec les responsables du service sécurité, officiellement pour revoir les protocoles de confidentialité. Mais elle avait surpris une conversation plus explicite. Il parlait d'une infiltration potentielle par une personne externe. Aucune mention de nom, aucun signalement direct, mais l'alerte était donnée. Arnaud savait que quelque chose se tramait, même s'il ne savait pas encore quoi ni par qui. Élise prit une décision difficile. Elle suspendit toutes les collectes pendant 48 heures. Trop dangereux. Toute l'équipe dut redoubler de prudence. Les déplacements furent réduits au strict minimum. Les échanges passèrent par des codes visuels ou des notes jetables. Claire, pour la première fois, exprima une vraie peur. « Il comprend que tu es revenu, ce n'est pas juste ton poste que tu risques. Il a tout à perdre. Et les gens comme lui, quand ils ont peur, ils détruisent. » Élise ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix calme, « C'est justement parce qu'il a peur qu'il est vulnérable. Et maintenant, il vient de me montrer qu'il doute. Ce doute, je vais l'utiliser. » Elle savait que le filet se resserrait, mais elle n'était plus dans une posture défensive. Elle avait les preuves, les témoins, les connexions. Il ne manquait plus que le moment opportun pour tout faire basculer. Et ce moment approchait. Arnaud avait montré une première fissure, une faille discrète, mais suffisante pour y glisser le levier de sa chute. Élise n'avait plus qu'à enfoncer lentement ce levier jusqu'à ce que tout le système se retourne contre lui. 3 semaines après l'incident nocturne où Arnaud avait failli la surprendre, Élise comprit que le moment critique approchait. Elle avait besoin d'un relais interne, quelqu'un capable d'ouvrir les portes depuis les sphères décisionnelles. Sans ce contact, tout son plan risquait de s'enfermer dans l'anonymat de ses actions. Elle savait depuis longtemps qu'il existait des voix dissidentes au Conseil, mais elle n'en avait rencontré aucune directement. Jusqu'à la note déposée dans son chariot signée d'une main maîtresse, « Je sais qui vous êtes, je peux aider. Bureau 7B, 23 heures. » Le message était minimaliste, froid, sans signe superflu. Mais clair, cette main appartenait à quelqu'un qui connaissait non seulement sa véritable identité, mais le périmètre de ses investigations. À 23 heures précises, Élise gravit les escaliers silencieux menant au 7e étage administratif. Le couloir était désert, les caméras soigneusement placées hors de son champ, ou neutralisées selon les indications d'Aïcha. Lorsqu'elle frappa légèrement à la porte du bureau 7B, elle sentit l'air se porter soudainement sous un souffle d'attente. Elle entra. La pièce était sombre, à peine éclairée par une lueur urbaine filtrée. Face à elle, un homme demeurait immobile,
le dos légèrement courbé, les mains croisées sur un dossier posé devant lui. C'était Mathieu Vernier, membre du conseil consultatif du groupe, discret, méticuleux, perçu comme un technocrate plus que comme un acteur de pouvoir. Ses yeux, lorsqu'ils croisèrent ceux d'Élise, ne trahirent aucune surprise. Il leva la tête, les paupières mi-closes, un regard où se mêlaient gravité et soulagement. « Vous êtes bien Élise Moreau », dit-il enfin sans amertume, simplement confirmé. Elle resta un instant à l'observer, cherchant à déceler une contradiction entre son visage fatigué et son assurance intérieure. Puis, elle hocha lentement la tête, comme si le poids de son retour se faisait réel en cet instant. Il se leva et déposa devant elle une petite pochette en cuir brun usé, sans logo, mais soigneusement scellée. « J'ai vu votre dossier. Le conseil en nuisance interne en a pris connaissance, mais les informations étaient filtrées. On ne voulait pas créer un scandale inutile. Moi non plus, je ne voulais pas vous effacer, mais je savais qu'il fallait agir. J'ai organisé un relais discret. Si vous aviez besoin de remonter au sommet, j'avais déjà prévu la voie. » Il expliqua qu'il détenait les canaux formels permettant de transmettre des documents sensibles directement au président du groupe international basé à Londres. Pas de fuite, pas de communication publique immédiate. Une transmission à huis clos, sous couverture confidentielle, suffisante pour enclencher une enquête indépendante. Il connaissait également la structure sécurisée du groupe, les procédures d'arbitrage et les acteurs internes à contacter. Le service juridique international, quelques membres clés du comité exécutif. Il proposait de prendre la responsabilité de l'acheminement final du dossier qu'Élise assemblait, à condition que celui-ci soit irréprochable. Élise, front plissé, posa des questions précises. Comment attester de l'authenticité des documents sans les exposer publiquement? Comment protéger les témoins en interne? Comment engager l'audit sans risquer une destruction proactive des preuves par ceux qui pourraient être mis en cause? Mathieu répondit calmement qu'il agirait comme dépositaire intermédiaire, qu'il organiserait une réunion confidentielle avec le président ou un représentant de la maison mère et que les équipes d'audit européennes prenaient position dès la réception du dossier. Il garantissait également l'anonymat partiel de la source, avec option de retrait si elle le demandait. Il souligna qu'Arnaud, s'il pressentait un mouvement interne, pourrait ordonner une purge rapide. Il n'était donc pas question d'attendre encore. Le moment de lancer la transmission était arrivé. Élise acquiesça. Elle savait que ce choix signifiait exposer définitivement son identité, mais c'était le prix de la vérité. Lorsque Mathieu la conduisit vers la porte, il tendit la main. « Merci d'avoir cru qu'il fallait le faire », conclut-il. « Merci de ne pas avoir fermé les yeux », répondit-elle dans un souffle. « Ensemble, nous allons changer les règles. » Elle quitta le bureau sans regarder en arrière. Dans ses poches, la pochette. Dans sa tête, l'image d'un escalier qui menait non plus à l'anonymat, mais à la justice. Elle glissa une dernière pensée à ses alliés. Le relais interne était établi, la voie vers le sommet dégagée. Il ne restait plus qu'à pousser doucement mais sûrement. Le matin du 28 mai, le ciel au-dessus de Paris était gris et froid, contrastant avec l'effervescence qui régnait dans le bâtiment principal de Lefebvre & Associés. Ce jour-là, se tenait la réunion générale annuelle, un événement prévu de longue date, mais qui allait sans le savoir devenir le théâtre d'un basculement irréversible. Dès 7 heures, les équipes de communication et de relations investisseurs s'affairaient dans les étages supérieurs pour accueillir les invités. Administrateurs, membres du conseil d'administration, représentants de la maison mère internationale, partenaires financiers et observateurs juridiques. Un dispositif logistique sophistiqué, censé refléter le prestige de l'entreprise. Élise Moreau, quant à elle, n'était pas officiellement conviée. Elle n'avait pas besoin de l'être. Sa place n'était pas à la table, mais dans l'ombre là où tout avait commencé, là où elle avait appris à écouter, à observer, à préparer le moment exact. Ce matin-là, elle portait encore l'uniforme bleu de l'entretien, mais son badge avait été discrètement remplacé par un double autorisé par Aïcha, permettant l'accès à toutes les zones sans alerter le système central. Elle n'était plus une employée de service. Elle était la stratège qui tenait entre ses mains les dernières pièces d'une opération méticuleusement construite. Dans une salle annexe au 18e étage, Mathieu Vernier relisait une dernière fois le dossier complet. Tout y figurait. Les preuves de manipulation comptable, les faux documents signés sous l'identité d'Élise, les courriels interceptés, les archives de Claire,
les témoignages de Juliette, les fichiers informatiques retrouvés par Aïcha, ainsi qu'une synthèse analytique démontrant la mécanique de pouvoir mise en place par Arnaud Lefebvre. Chaque élément était accompagné d'une vérification indépendante. Il n'y avait plus rien à interpréter. Tout était factuel, solide, irréfutable. À 9 heures précises, la salle de conférence se remplit. Arnaud entra parmi les derniers, saluant quelques invités avec son assurance habituelle. Il s'installa à la place centrale, entouré de ses fidèles collaborateurs. Le ton était cordial, les sourires maîtrisés, mais l'ambiance portait déjà une tension palpable. Mathieu, dans la 3e rangée, échangea un bref regard avec Élise, qui se tenait debout au fond de la pièce, comme une technicienne attentive. Aucun mot n'était nécessaire. Tout avait été préparé. À 9h30, après les discours d'introduction, le président du groupe international demanda la parole. Sa présence n'était pas anodine. Généralement représenté par délégation, il avait tenu cette fois à venir en personne. Il annonça que, dans le cadre d'un renforcement des pratiques de gouvernance, un dossier avait été transmis la semaine précédente, contenant des informations préoccupantes. Il précisa qu'il ne s'agissait pas de simples soupçons, mais d'éléments documentés, validés, et que leur contenu avait déclenché une procédure d'audit exceptionnelle, avec effet immédiat. La salle fut traversée d'un frisson. Arnaud, immobile, conserva son calme apparent, mais son regard changea. Il comprit que quelque chose lui échappait. Il tenta un sourire poli, mais le président poursuivit sans interruption. Il expliqua que le dossier mettait en évidence des pratiques déviantes au sein de la direction, incluant des falsifications de documents, des suppressions de preuves, des décisions prises en contournant les processus internes, ainsi que la mise à l'écart de cadres ayant tenté de dénoncer ces abus. À cet instant, Mathieu se leva. Il remit au président un exemplaire physique du dossier, tout en envoyant, à l'aide d'une tablette sécurisée, une version numérique à l'ensemble des membres du Conseil. L'écran principal de la salle se divisa alors en deux. D'un côté, le nom de l'auteur du rapport, Élise Moreau. De l'autre, un tableau récapitulatif des actions frauduleuses identifiées. Le nom provoqua une vague de murmures. Certains membres, plus récents, ne le connaissaient pas. D'autres, plus anciens, échangèrent des regards d'incrédulité. Arnaud, lui, resta figé. Il comprit immédiatement. Il se retourna lentement vers l'arrière de la salle. Et c'est là qu'il la vit. Elle ne portait plus de gants, plus de masques, plus d'anonymat. Son regard ne contenait ni colère ni vengeance, juste la sérénité de celle qui sait qu'elle n'a plus rien à prouver. Le président annonça ensuite que le Conseil international avait décidé de suspendre immédiatement Arnaud Lefebvre de toutes ses fonctions, dans l'attente de la conclusion de l'audit. La décision avait été validée à l'unanimité. Une enquête indépendante allait être lancée, avec le concours d'experts externes, et toute obstruction serait considérée comme un acte de faute grave. La réunion se poursuivit sous haute tension. Arnaud tenta de se défendre, mais sa voix tremblait. Il n'y avait plus de contrôle, plus de scénario à imposer. Les documents parlaient d'eux-mêmes. Il fut invité à quitter la salle avant la fin, pour ne pas compromettre le déroulement des discussions. Lorsqu'il passa devant Élise, il évita soigneusement son regard. Il ne dit rien, elle non plus. À la sortie du bâtiment, Élise retrouva Claire, Aïcha et Juliette, restées à distance. Elles ne s'embrassèrent pas, elles ne crièrent pas victoire. Elles se contentèrent de marcher ensemble, en silence, sur le trottoir encore humide. Leurs gestes étaient simples, leurs pas assurés. Elles avaient accompli ce que beaucoup croyaient impossible, faire tomber un homme protégé par le pouvoir, non par la violence, mais par la vérité. Élise ne se retourna pas. Elle n'en avait plus besoin. Tout ce qui comptait était désormais devant elle. Le lendemain de la réunion générale, l'ambiance au sein de Lefebvre & Associés était radicalement différente. Les étages supérieurs, d'ordinaire animés par le ballet des cadres et les réunions stratégiques, s'étaient transformés en un territoire silencieux, presque figé. L'annonce de la suspension d'Arnaud Lefebvre avait déclenché une onde de stupeur parmi les collaborateurs, suivie d'un repli prudent. Les visages fermés, les conversations à voix basse, les regards évités dans les ascenseurs, la peur changeait de camp, mais l'instinct de préservation restait intact. Arnaud, après avoir quitté la salle sans résistance, avait été escorté discrètement par un membre de la direction de la sécurité. Ses accès numériques furent immédiatement bloqués, son bureau scellé, et un message officiel fut diffusé en interne, annonçant que, jusqu'à nouvel ordre,
La direction exécutive serait assurée par un collège intérimaire. L'entreprise, pour la première fois en plus d'une décennie, se retrouvait sans leader unique. Dans le même temps, une équipe d'audit indépendante mandatée par la maison mère prit position dans plusieurs étages. Composée d'experts venus de l'international, d'anciens magistrats spécialisés en droit des affaires et d'auditeurs certifiés, cette cellule fut chargée de l'examen de l'ensemble des décisions stratégiques, documents comptables, échanges internes et processus de validation couvrant les 8 dernières années. Chaque département reçut une convocation pour une entrevue, chaque signature fut comparée, chaque contrat analysé. Personne n'échappa à la procédure. Élise, elle, se tint volontairement en retrait. Elle ne participait pas aux opérations. Son rôle n'était plus de démasquer, mais de reconstruire. Son poste au sein du nouveau département d'intégrité avait été officialisé 2 jours après la réunion, suite à une délibération exceptionnelle du conseil d'administration. Le président du groupe l'avait personnellement félicitée, non pour sa bravoure, mais pour la rigueur avec laquelle elle avait conduit sa démarche. Aucune fuite, aucun scandale public, aucun geste impulsif, juste la force des faits, assemblée avec méthode et livrée au moment exact. Alors qu'elle se préparait à la mise en place de sa nouvelle unité, Élise reçut un courrier manuscrit, envoyé depuis Londres, marqué du sceau du siège du groupe. L'enveloppe sobre et élégante portait son nom complet, écrit à la main. À l'intérieur, une lettre signée de Charles Henriette, membre fondateur du conseil de surveillance, ancien mentor d'Élise à ses débuts. Elle reconnut immédiatement l'écriture. Charles n'était pas un homme de mots inutiles. Son ton était toujours direct, parfois austère, mais cette lettre était différente. Il y exprimait, en termes simples mais puissants, sa consternation face à ce qui s'était produit. Il confessait ne pas avoir suivi, à l'époque, les signaux faibles qui annonçaient la chute d'Élise. Il avouait avoir cru les explications données par Arnaud, pensant que la décision de l'écarter venait d'un désaccord stratégique et non d'une manipulation ciblée. Il écrivait qu'il ne se pardonnerait pas d'avoir été complice par passivité et que le fait qu'elle ait choisi la voie du silence méthodique au lieu de la confrontation publique ne faisait que renforcer son estime pour elle. Mais le cœur de la lettre résidait ailleurs. Il l'invitait officiellement à prendre la direction d'un nouveau programme pilote, une cellule d'éthique stratégique indépendante, rattachée directement au conseil d'administration du groupe, avec pour mission d'évaluer les pratiques managériales, de former les futurs cadres à la gouvernance responsable et de superviser la mise en conformité internationale. Ce rôle, doté de ressources autonomes, placerait Élise au-dessus des directions locales, sans subordination hiérarchique, avec un mandat de 5 ans renouvelable. La lettre se concluait par une phrase que Charles avait déjà prononcée, des années plus tôt, lors d'un séminaire confidentiel auquel Élise avait assisté en tant que jeune cadre. On ne protège pas une entreprise en la dirigeant par la peur. On la protège en s'assurant que les décisions ne peuvent plus être prises dans le noir. Cette phrase, cette fois, venait comme une résonance. Elle incarnait exactement ce qu'elle avait fait. Élise lut la lettre une seconde fois, puis la posa sur son bureau. Ce n'était pas une revanche, ce n'était pas un retour triomphal. C'était une réparation, mesurée, consciente, bâtie sur la reconnaissance de ce qui avait été détruit et la volonté d'empêcher que cela ne recommence. Elle contacta Claire, Aïcha et Juliette pour les informer. Elles étaient toutes les 3 émues, mais pas étonnées. Elles savaient qu'Élise ne s'arrêterait pas à la chute d'Arnaud. Elle n'était jamais motivée par la punition. Sa seule ambition était de rétablir une vérité qui avait été piétinée. Le lendemain, elle présida la première réunion de travail de son unité. La salle était petite, les chaises simples, mais l'atmosphère était dense. Elle annonça que leur mission n'était pas de punir le passé, mais d'éduquer l'avenir. Elle lut à haute voix un extrait de la lettre de Charles, puis posa une seule question. Comment construit-on une entreprise qui ne pourra plus jamais être dirigée par un homme comme Arnaud? Personne ne répondit immédiatement, mais tous prirent note. Le travail pouvait commencer. Les jours suivants la suspension d'Arnaud Lefebvre virent s'accumuler des documents, des témoignages, des relevés et des communications anciennes qu'on avait longtemps jugées sans importance. Le service d'audit indépendant, appuyé par des juristes de la maison mère, avançait avec méthode et efficacité, révélant des schémas de gestion parallèles, des validations hors procédure et des signatures douteuses. Au fil de leurs investigations, une question prenait de plus en plus de place.
Comment une dirigeante aussi influente que Élise Moreau avait pu disparaître du système sans trace officielle, sans enquête, sans bruit? La réponse à cette question allait se révéler à travers un élément qu'elle-même n'attendait plus. C'est Claire, une fois encore, qui fit basculer la compréhension générale des événements. Un matin, en fouillant dans les anciens dossiers partagés conservés sur un serveur oublié, elle mit la main sur un email qu'elle reconnut immédiatement. Il avait été envoyé depuis une boîte anonyme interne, datée de 6 ans plus tôt, et adressé au canal d'alerte éthique de l'entreprise. Le texte était concis mais précis. Il y était question de failles comptables, de projets validés sans contrôle, d'anomalies dans les signatures et de comportements suspects de la part de plusieurs membres de la direction. Ce message n'avait jamais reçu de réponse. Claire le montra à Élise dans un petit bureau sécurisé du 17e étage. Le document affichait l'entête du système d'alerte, mais une mention au bas de l'email indiquait qu'il avait été redirigé immédiatement vers une adresse interne secondaire, une boîte confidentielle liée directement à l'ancienne équipe personnelle d'Arnaud. Ce détail, ignoré de la majorité des employés, révélait un détournement pur et simple du système d'alerte. Arnaud avait intercepté l'email avant qu'il n'atteigne les destinataires légitimes. Élise lut le texte lentement, puis releva les yeux vers Claire. Elle ne dit rien. Le silence dans la pièce était lourd, mais pas accusateur. Claire, quant à elle, fixait le sol. « C'est moi qui l'ai écrit », murmura-t-elle. « J'avais peur. J'ai cru que l'anonymat suffirait. Je voulais juste alerter. Je ne pensais pas que ça déclencherait ça. » Ce que Claire ignorait, c'est que ce message, intercepté et exploité par Arnaud, avait servi de base pour monter un dossier contre Élise. Il avait affirmé que la directrice stratégique était la source des fuites internes, qu'elle tentait de discréditer la direction et que des mesures de mise à l'écart étaient nécessaires pour protéger la réputation de l'entreprise. Il avait présenté cette thèse devant un comité restreint du Conseil, en brandissant des preuves qu'il avait lui-même fabriquées à partir du texte de Claire. Aucune vérification n'avait été faite. La décision fut prise dans l'urgence. « Il a utilisé mes mots pour t'accuser », souffla Claire, la voix brisée. « Il m'a fait croire que tu étais parti volontairement. Mais c'est moi qui ai provoqué tout ça. » Élise secoua la tête. « Tu n'as rien provoqué, Claire. Tu as fait ce qu'il fallait. Ce sont ses choix à lui qui ont fait le reste. » En intégrant ce courriel au dossier global, les auditeurs purent reconstruire la chaîne exacte des événements. L'interception, la falsification, la manipulation du conseil, la démission forcée maquillée en départ volontaire. Il devint évident qu'Arnaud avait bâti sa légitimité en éliminant méthodiquement toutes les voix capables de s'opposer à lui, en commençant par la plus dangereuse, Élise. Mathieu, mis au courant, transmit le document au comité de supervision du groupe. La réaction fut immédiate. Une commission d'enquête interne fut élargie pour inclure la question de la manipulation des systèmes de gouvernance. Pour la première fois, des membres du Conseil furent entendus non comme témoins, mais comme acteurs passifs d'un système déviant. Pendant ce temps, Élise poursuivait son travail dans le nouveau département. Elle ne s'attachait pas à rejouer le passé, mais à en tirer des fondements solides pour des politiques durables. Elle mit en place une structure d'alerte externe, totalement indépendante, confiée à un organisme spécialisé, avec une clause d'inviolabilité numérique et un système d'archivage automatique inaccessible à la direction. Elle développa également un protocole de protection des lanceurs d'alerte. Anonymat garanti, accompagnement psychologique, défense juridique assurée. Pour chaque point de défaillance révélé dans son propre cas, elle bâtissait une réponse précise. Ce ne serait plus possible, désormais, de faire disparaître quelqu'un comme elle, simplement en étouffant sa voix. Le document de Claire fut aussi transformé en outil pédagogique. Avec son accord, Élise décida d'en faire un support de formation, anonymisé, pour sensibiliser les futurs cadres à l'importance des signaux faibles et à la manière de les traiter avec responsabilité. Une note d'accompagnement expliquait que ce message, ignoré et manipulé, avait causé la chute d'un pilier stratégique et permis à un système dysfonctionnel de s'installer pendant des années. Un jour, alors qu'elle marchait dans les couloirs rénovés du siège, Claire demanda à Élise « Tu n'es pas en colère? Pas même un peu ?»« Ce serait facile de l'être, » répondit-elle. « Mais je préfère construire quelque chose que personne ne pourra détruire par le silence. » Et c'était cela désormais le centre de tout, non pas la revanche, mais la solidité, non pas le triomphe personnel,
mais l'infrastructure. Chaque décision prise, chaque règle écrite, chaque document signé par Élise portait en lui la mémoire de ce qu'elle avait traversé. Pas pour en faire un monument, mais pour que plus personne n'ait à suivre ce même chemin dans l'ombre. Le système qui avait permis sa chute s'effondrait pièce par pièce. Pas dans un fracas spectaculaire, mais dans un démantèlement organisé, irréversible. Et au cœur de cette reconstruction se tenait la femme que personne n'avait vue revenir, mais que plus personne ne pourrait ignorer. 6 mois après la suspension d'Arnaud Lefebvre et l'ouverture de l'enquête officielle, la transformation de Lefebvre et Associés n'était plus seulement en cours, elle s'imposait. Le siège avait changé de visage, mais aussi de ton. Ce n'était pas une révolution visible, bruyante, spectaculaire. C'était une modification profonde, structurelle, presque invisible à l'œil nu. Ce qui auparavant relevait de la peur, du contrôle et de la manipulation, laissait place à une culture de responsabilité, de transparence et d'écoute. Et ce basculement, bien qu'initié par une poignée de personnes, trouvait maintenant un écho dans toute l'entreprise. Élise Moreau n'était plus une inconnue en uniforme, ni une ancienne directrice effacée des registres. Elle était désormais à la tête de l'unité d'intégrité stratégique, une entité indépendante, rattachée au conseil d'administration du groupe. Son bureau n'était pas au sommet de la tour, mais à un étage intermédiaire, accessible à tous, sans badges spéciaux ni barrières symboliques. Elle tenait à cette accessibilité. C'était un message implicite mais clair. L'éthique ne devait plus être un domaine réservé. Elle devait traverser tous les niveaux de l'organisation. Chaque matin, Élise arrivait à 7h30, ouvrait son espace de travail, consultait les alertes transmises pendant la nuit, lisait les rapports de conformité, puis réunissait son équipe. Claire, Aïcha, Juliette et les nouveaux membres recrutés formaient une cellule soudée, compétente, sans jargon inutile. Ensemble, ils traitaient les cas soumis, conseillaient les autres départements, organisaient des sessions de formation et auditaient les pratiques de gouvernance de manière continue. L'ancienne culture du secret avait été désamorcée par un système d'alerte externe, hébergé en dehors de la structure IT de l'entreprise, avec des audits mensuels et une supervision croisée. Les cadres étaient désormais évalués non seulement sur leurs résultats financiers, mais aussi sur leur capacité à créer un environnement de travail sain et transparent. Un code d'éthique avait été réécrit, non comme une déclaration de principes abstraits, mais comme un ensemble de règles claires, applicables, mesurables. Le jour où le Conseil international valida le premier rapport complet de l'unité, Élise se contenta de le transmettre, sans annotation. Elle ne chercha pas à souligner son rôle, ni à revendiquer quoi que ce soit. Elle savait que sa victoire ne résidait pas dans les félicitations, mais dans la stabilité du système qu'elle avait contribué à mettre en place. Quant à Arnaud Lefebvre, son nom n'était plus prononcé. Officiellement, il avait quitté l'entreprise pour raisons personnelles, sans procédure judiciaire ouverte pour le moment, à cause d'un accord confidentiel signé lors de son départ. Officieusement, il avait été désavoué par ses anciens alliés, exclu de tous les cercles de décision, et placé sous surveillance discrète par les autorités financières. Son avenir professionnel était compromis. Aucun cabinet respectable n'osait l'approcher. Il avait disparu du paysage, non pas dans un fracas, mais dans une lente dissolution sociale. Pas de procès, pas de scandale médiatique, seulement l'effacement progressif d'une figure devenue indéfendable. Élise n'éprouvait ni satisfaction ni amertume. Elle considérait ce silence comme un signal. Le pouvoir réel ne criait pas sa présence, il travaillait. Et désormais, le sien se mesurait en actions concrètes, en décisions prises sans crainte, en collègues qui osaient parler sans trembler, en jeunes cadres qui entraient dans l'entreprise sans devoir choisir entre ambition et intégrité. Un matin, en traversant le hall principal, elle s'arrêta quelques secondes devant la salle de réunion où Arnaud, jadis, avait jeté un verre de vin au sol et exigé qu'elle le nettoie. La pièce avait été réaménagée, les tables changées, les murs repeints, mais l'emplacement était le même. Elle observa la lumière filtrée à travers les nouvelles vitres, les silhouettes s'y affairant sans savoir. Elle n'entra pas. Elle n'avait rien à retrouver dans ce lieu. Ce n'était plus une cicatrice, juste une trace ancienne dans sa mémoire. Et cette trace, désormais, ne portait plus de douleur, seulement la certitude d'avoir résisté. Elle reprit sa marche vers l'ascenseur, salua un groupe de jeunes recrues en formation,
puis rejoignit son équipe pour la réunion quotidienne. Sur la table, une liste de points à traiter, un signalement concernant une promotion douteuse, une analyse de politique de confidentialité à revoir, un atelier de formation à préparer. Rien d'extraordinaire. Mais c'était précisément là que résidait l'importance de ce qu'elle avait construit. Dans cette capacité à agir au quotidien, sans avoir à se cacher, à se défendre, à survivre. Le système avait tenté de l'éteindre. Il avait effacé son nom, son poste, ses archives. Il avait manipulé son entourage, utilisé sa réputation contre elle et cru l'avoir réduite à néant. Mais il avait oublié une chose essentielle. Une femme qui connaît la structure de pouvoir mieux que ceux qui la dirigent, qui sait lire les silences, cartographier les complicités et reconstruire dans l'ombre, ne disparaît jamais vraiment. Elle attend, elle observe, puis elle revient. Et lorsqu'elle revient, elle ne cherche pas à prendre la lumière. Elle refonde l'édifice. Ainsi, Élise Moreau ne revendiqua jamais sa revanche. Elle ne prit pas la parole pour raconter son histoire. Elle laissa ses actes, ses décisions et le fonctionnement renouvelé de l'entreprise parler à sa place. Le nom d'Arnaud disparut dans l'oubli. Le sien s'inscrivit, sans emphase, dans les rapports, les formations, les structures durables. C'était cela, sa véritable victoire, avoir rendu son silence inutile.